Monsieur Stéphane Sinamale, bonjour. Merci de répondre à notre interview aujourd'hui à Outremer 360. Alors, première question toute simple, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Bonjour Eline, je suis donc Stéphane Sinimale, je suis originaire de l'île de la Réunion, originaire même du cirque de Sillaos qui, comme vous le savez, dit le lieu que l'on n'oublie jamais. Et je ne l'oublie pas aujourd'hui, même en étant basé à Dubaï pour Harvard Business School, où je travaille depuis 2 ans. Alors, vous avez un parcours qui est tourné vers l'international. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce domaine? Je crois que quand on est né déjà de deux parents très jeunes, mes parents avaient 16 et 17 ans quand je suis venu au monde à Sillaos, et puis ils ont assumé leurs responsabilités de parents. Ils sont venus en métropole, ils ont commencé à travailler, et on avait cette chance inouïe dans les années 70 de faire des allers-retours tous les 5 ans pour 2 mois de congés bonifiés. Et entre la culture qu'on a reçue à la maison, très créole et traditionnelle, et tout l'ancrage de la famille à La Réunion, je suis toujours resté très, très réunionnais et très ouvert au voyage. Et par la suite, au cours de mon parcours, le voyage a toujours fait une partie intégrante des dimensions de mes passions. Alors, vous avez étudié en France jusqu'à l'âge de 15 ans, vous êtes revenu à La Réunion et ensuite reparti. Alors, quelles ont été les grandes étapes de cette vie professionnelle qui vous a amené aujourd'hui à Dubaï pour travailler pour la Harvard Business School? Alors, le lycée Lecomte de Lille m'a permis d'avoir un bac à l'époque qui ouvrait toutes les portes, un bac scientifique basé sur maths et physique. De là, j'ai étudié en gestion de production et management de la qualité. J'ai travaillé chez Jake Alstom à la division train en région parisienne, puis à la SNECMA pour la conception des moteurs d'aviation. Et puis après, je suis arrivé à prendre le large pour une première fois en joignant mon service militaire où j'étais affecté sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. En 1996, on a eu cette chance inouïe de faire un tour de la planète. On a commencé à Brest, on est parti à Casablanca au Maroc, aux États-Unis, à New York, à Miami, en Amérique du Sud, au Venezuela, à Caracas. On est revenu par la Tunisie, par Israël, par la Turquie. On a fini par la Grande-Bretagne et la Pologne. Et puis là, je me suis dit, quoi faire? J'étais vraiment... Le monde était devant moi et je me suis dit quand même, malgré tout ce que les gens disaient qu'à La Réunion, il n'y a pas de travail, j'ai tenté ma chance et j'ai commencé à travailler à la cartonnerie réunionnaise en tant que responsable qualité pendant 1 an. Une expérience extraordinaire pour bien découvrir et comprendre quels étaient les challenges et également les opportunités sur une toute petite île avec une industrie réduite. Et au bout d'1 an, encore une fois, j'ai eu les pieds qui me démangeaient et grâce au CNARM, un plan de mobilité pour les jeunes réunionnais, je suis parti en Grande-Bretagne où j'y ai travaillé pendant 3 ans en gestion de clientèle et gestion de la qualité. De là, je suis parti au Canada pendant 1 an dans une start-up, grosse prise de risque mais qui s'est avoué être un gros échec. Et cet échec m'a amené à intégrer l'INSEAD après une conversation avec un de mes amis qui m'a dit écoute, le milieu de l'éducation est fantastique avec ton background, management des clients et de la qualité, rejoins-nous à l'INSEAD dans l'équipe. Et pendant 3 ans, je me suis occupé de comptes en Allemagne, de gros groupes internationaux, de consortiums en Afrique du Sud. Et c'est là que j'ai découvert que le sésame des MBA aux États-Unis permettait vraiment de s'ouvrir au monde et puis d'avoir des postes beaucoup plus intéressants. Si vous voulez continuer, il n'y a pas de souci. Non? Et je m'étais mis en ligne pour faire mon MBA avec INSEAD quand j'ai eu une proposition d'un ex-manager qui m'a dit rejoins mon équipe, on va aller à Genève et puis on va créer un campus pour une école qui s'appelle Thunderbird School of Global Management qui est d'Arizona. Donc je faisais beaucoup d'allers-retours entre la Suisse et l'Arizona. J'ai fait mon executive MBA avec Thunderbird en 2007 et on a construit une clientèle et des initiatives avec des grands groupes pharmaceutiques, au Moyen-Orient, avec des gens dans le oil and gas, et des formations qui ont permis à des cadres dirigeants, par centaines, voire milliers, d'être formés aux techniques de management à l'international. Alors, expliquez-nous aujourd'hui votre fonction à Dubaï, quel est votre travail pour la Harvard Business School? Alors c'est ce parcours intéressant, cette combinaison de parcours à l'étranger, d'être
issu de l'île de la Réunion, en même temps avoir cette double culture française, m'a amené par la suite à retrouver dans un univers professionnel quelque chose de très intéressant. C'était une ouverture de bureau pour Harvard. Donc je les ai approchés, il y a eu un process de recrutement qui a été relativement long et minutieux, mais au bout d'un certain nombre d'interviews et de plusieurs mois d'attente, ils m'ont embauché pour en fait ouvrir le bureau à Dubaï. On a un bureau de représentation, on a 3 activités. On fait de l'éducation des cadres, on appelle ça Executive Education. Donc je m'occupe de la partie Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie, à MENAT, où on a à peu près 150 clients, des gros clients qui sont des Forbes 2000 ou Fortune 500, les gouvernements. Et tous ces gens-là font des partenariats, je gère des partenariats pour avoir tout ce qui est management des talents. Quand on voulait avoir une succession à des postes à responsabilité pour un CEO ou un general manager, on prépare un certain nombre de personnes pour succéder brillamment à ces personnes dans l'entreprise. Alors lorsque vous retracez votre parcours et même votre profession, vous avez plusieurs fois évoqué que vous avez eu un peu cette culture du risque, de laisser peut-être plusieurs fonctions assez intéressantes dans l'aviation, à La Réunion, pour partir autre part. Alors quel conseil, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné cette culture du risque? Forcément, certaines personnes n'ont pas tous cette culture du risque, ils ont peur de franchir certaines étapes qui peuvent être intéressantes pour vous. Qu'est-ce que vous a motivé justement à prendre cette culture du risque? La première chose, je pense que c'est surtout une question de gagner la confiance en soi. C'est-à-dire que les plus belles expériences qui me sont arrivées dans la vie, c'est quand j'ai lâché les amarres et que je suis sorti des grands groupes. C'est-à-dire que imaginez, vous êtes en voyage quelque part avec un tour opérateur. Si vous restez dans le groupe de 50 personnes et que vous allez manger au même endroit et que vous dormez au même endroit et que vous allez dans les mêmes activités, très peu de chances que vous allez faire des rencontres intéressantes. Moi, au sein de mon parcours, c'est cette accumulation d'expériences très personnelles et uniques qui m'ont fait rencontrer des mains tendues, des conversations qui m'ont transformé. Et en les accumulant, on prend beaucoup confiance en soi. Et pour moi, le plus grand conseil aux jeunes aujourd'hui, ultramarins, c'est de dire n'hésitez pas, voilà, ayez des rêves, poursuivez ces rêves, approchez-vous des gens qui ont de l'expérience, demandez-leur des interviews, c'est très facile. Et quand on est très focalisé sur ce qu'on veut accomplir, qu'on fait un peu de recherche, qu'on est curieux et qu'on se documente, qu'on identifie quelles sont les personnes qui peuvent nous aider dans ce projet personnel ou professionnel. Après, il est très facile de les approcher en se présentant, voilà qui je suis, voilà d'où je viens, voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais prendre un café avec vous pour qu'on discute. Et je crois que c'est vraiment un conseil qui m'a réussi et que j'aimerais transmettre à nos compatriotes. Donc il faut vraiment aller au culot, ce qu'on appelle aller au culot. Un culot, oui, mais surtout un culot qui est préparé. C'est-à-dire qu'il faut être très clair avec soi-même de qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous passionne. Moi, c'est le voyage, c'est l'autre, c'est le dépassement de soi et c'est toujours essayer d'être le culte de l'excellence et de dire, après avoir fait le système éducatif français qui est très one-sided, où le professeur tente à inculquer à ses élèves un cours qu'on apprend par cœur. On arrive aux États-Unis, c'est un système qui est complètement différent. C'est un système qui est centré sur la personne. Et c'est pas du teaching, c'est pas de l'enseignement, mais c'est de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en situation et on va vous forcer tout d'abord à faire une réflexion individuelle avant d'échanger avec un tout petit groupe de pairs, avant de rentrer en classe pour défendre ses points de vue. Et là, le professeur agit, lui, en catalyseur de conversation et aide les gens à sortir leur zone de confort, à prendre de l'assurance et surtout développer leurs capacités de leader qui sont les capacités à s'exprimer clairement, engager leurs équipes dans une direction particulière et surtout les motiver, les écouter, les soutenir. Je crois que c'est surtout ça qui...
Alors comment vous gérez ces différentes approches de travailler avec des personnes étrangères? Vous dites que vous travaillez au Moyen-Orient, qu'ils ont aussi une culture d'entreprise différente. En France aussi, qui ont une culture d'entreprise. Comment vous passez d'un à l'autre? Je crois il y a vraiment une équation qui est universelle qu'on appelle l'équation de la confiance. C'est-à-dire que les gens vont d'abord vous juger sur le degré de agréabilité avec lequel vous échangez. Quelqu'un qui est à l'écoute, qui est respectueux, c'est la première des choses. Après, il faut que cette personne elle soit experte dans son domaine. Donc l'expertise, ça s'acquiert certes par les études, pour moi c'est peut-être 5 à 10%, mais c'est surtout l'expérience. Et ces expériences à l'international, avec des grands clients, avec des équipes pédagogiques du monde entier, c'est vraiment le cœur de mon expertise. Quand vous mettez ce degré d'agréabilité avec l'expertise, il y a la confiance qui s'instaure, et puis après c'est le partenariat, c'est savoir être à l'écoute pour construire ensemble un projet, et puis bien sûr, on travaille sur des projets qui sont à longue échelle en termes d'années, plusieurs centaines de milliers d'euros en termes de coûts. Et les personnes avec lesquelles vous vous engagez, il faut délivrer derrière, parce que leur réputation en interne dans la société est aussi importante. Donc je dirais que quand vous mettez cette équation de la confiance en application, votre expertise, votre écoute et votre capacité à délivrer, je pense que c'est universellement un secret de réussite. Alors, vous dites que vous êtes quelqu'un qui se base sur la confiance et qui a aussi cette culture de risque. Y a-t-il eu un moment où vous avez dit non, j'y vais pas, ou ça va trop vite, ou pour l'instant je me pose là et ensuite je verrai après? Avez-vous eu un moment de doute dans votre parcours? Oui, il y a eu des moments de crise quand je suis parti au Canada où on m'avait promis monts et merveilles au sein d'une start-up. Au bout de 6 mois, je me suis retrouvé sans emploi, sans contact et sans perspective. Et pendant ces moments de réflexion, tout d'un coup, une porte s'ouvre, une conversation se fait. Et c'est comme ça, par cette, entre guillemets, cette crise d'identité, de poursuite, que je suis arrivé dans le milieu de l'executive education. Ça, c'était une première crise. Ensuite, je dirais, la seconde crise, c'est lors du lancement d'un projet avec des équipes à l'international. On était pour un client en train de travailler. Je crois que là, j'avais surestimé mes capacités à accumuler le stress et j'ai dû m'arrêter pendant un petit moment, mais ce sont des expériences qui vous permettent de mieux vous connaître et puis après de savoir jauger vos limites. Alors dans ces cas-là, comment on rebondit lorsqu'on traverse ces périodes de doute, de crise? Comment vous avez fait pour rebondir? Pour moi, l'individu, c'est vraiment c'est une approche qui est holistique. Il y a plusieurs nourritures pour le corps. Je suis particulièrement féru de tout ce qui est gastronomique. J'adore les cuisines internationales. On est très riche dans nos îles déjà, premièrement. Ça, c'est la première nourriture. Mais il y a aussi une nourriture qui est intellectuelle. Donc, de pouvoir s'échapper, que ce soit des lectures dans des revues spécialisées comme la Harvard Business Review ou que ce soit des romans. Maintenant que je suis au Moyen-Orient, je découvre tout un monde de la littérature auquel je n'avais pas accès auparavant et qui est formidable, notamment des auteurs irakiens qui vous donnent la perspective de gens qui vivent en Irak sur les événements du monde qui les entourent et c'est très enrichissant. Donc ça, c'est la nourriture intellectuelle, je dirais. Mais il y a aussi la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme. Et pour moi, c'est des moments qui se reflètent par le silence. Je suis quelqu'un qui a besoin, après avoir beaucoup donné au sein de... On fait des voyages, on rencontre des centaines de personnes par semaine. J'ai besoin le week-end de me ressourcer. Et j'ai différents moyens pour le faire, que ce soit dans mes pratiques spirituelles ou que ce soit marcher en famille, passer du temps avec mes enfants et mon épouse. C'est ma manière confinée et intime de me ressourcer. Alors comment votre intégration dans le monde arabe, comment s'est-elle passée? Parce que c'est un monde qui aujourd'hui, il y a beaucoup de feux de projecteurs. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé à Dubaï, vous avez été déçu ou au contraire émerveillé? Quand j'étais à Genève, pendant 10 ans, j'ai beaucoup voyagé entre
le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, et je me considérais comme un expert de la région. Bien m'en a fallu, on est arrivé au mois de septembre dernier, on a mis, je dirais, bien 2 ans à comprendre. Aujourd'hui, après 2 ans d'installation à Dubaï, on commence à comprendre comment la société est structurée. C'est une société à forte minorité de nationaux. Il y a très peu d'Émiratis aux Émirats arabes unis. Et il y a une forte population d'expatriés, près de 80% de la population. Donc c'est vraiment un melting pot dans lequel ça prend du temps de comprendre comment la société fonctionne. Mais je dirais que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Qatar, que ce soit aux Émirats, il y a une culture du respect qui est extraordinaire, une culture de l'hospitalité, de la convivialité. C'est-à-dire que là-bas, le temps, petite anecdote, mais quand on va à un rendez-vous à 10h, arrive d'arriver à 10h et puis de patienter à prendre un thé avec des collègues jusqu'à midi avant que le rendez-vous ne se fasse. Et on ne sait jamais qui va venir dans ce rendez-vous. Quelqu'un de la famille royale, quelqu'un de très haut placé, un rendez-vous qui peut être annulé. Donc je dirais, il y a vraiment un décalage de la manière dont le business se fait. C'est-à-dire que si vous allez faire du business à Riyad, par exemple, vous n'allez pas faire 6 meetings sur 2 jours. Vous allez rester une semaine et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez faire deux ou trois points de vue, mais il faut laisser au temps et les opportunités de se créer. Alors, votre avis aujourd'hui sur l'éducation française, l'éducation américaine, et vous, quels sont les projets que vous mettez en place pour justement aider les jeunes justement qui veulent avoir un parcours international comme le vôtre? La première chose, je pense que c'est d'encourager les jeunes, de leur donner des modèles d'intégration, des modèles de réussite par l'intermédiaire de channels comme Outre-mer 360 ou comme Réunionnais du Monde, de mettre en avant, de faire parler de ces succès. Et après, ça donne des idées. Et moi, je suis un fervent croyant au fait que where there is a will, there is a way. Quand on a une volonté, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, quand on regarde le monde de l'éducation en ce moment, un monde qui est globalisé, on reçoit plus de 10 000, nous, cadres dirigeants du monde entier qui viennent à Boston chaque année pour étudier. Et la convergence est là. Les problèmes, les challenges sont les mêmes, les problèmes de démographie, il y a des problèmes de disruption technologique, il y a des problèmes générationnels de manière de faire, il y a une évolution des valeurs. Et je pense que les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Antillais, les jeunes de France et de l'Europe, du monde entier, doivent se réunir. Il faut ces forums pour réaliser qu'au final, on appartient au même monde. On a les mêmes challenges de ressources finies et que je crois que nos générations à venir sont beaucoup plus sensibles et c'est elles qui vont trouver ces solutions. Et pour ça, il faut qu'elles se mettent en commun. Moi, mon encouragement, c'est vraiment d'avoir des cursus internationaux dans tous les domaines, que ce soit en médecine, en business, dans les arts, en théologie, parce que de l'échange vont naître les solutions qui vont permettre au monde de demain d'avoir des visions beaucoup plus optimistes et positives. Dernière question, vous voyez-vous dans 10 ans, 15 ans, un retour à La Réunion peut-être? Possiblement. Ma passion, je la dérive de servir. Donc une cause plus grande que la mienne. Aujourd'hui, je sers l'éducation dans le monde du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la Turquie. On a, par l'intermédiaire de nos anciens élèves à Harvard, lancé un projet cet été à Dubaï où pendant 4 jours on invite 60 étudiants qui viennent du sous-continent indien, du Pakistan, de l'Inde, depuis le Maroc, tout le continent africain jusqu'au Oman. Et on a même intégré un étudiant d'une école de commerce de La Réunion. Pour moi, ce sont ces types d'initiatives qui permettent aux jeunes de se dire, voilà,
tout leur est financé, c'est-à-dire qu'on leur trouve des partenaires pour financer leur voyage. Les profs de Harvard viennent enseigner 3 jours, 4 jours de manière tout à fait pro bono. Un hôtel les héberge. Donc de cette initiative, on va avoir des liens qui vont se faire. Imaginez un étudiant, Ulrich, en ce moment on est en train de discuter, lui et moi, pour le préparer. Il va être au milieu d'une classe où il va avoir des étudiants qui viennent du Pakistan, de l'Inde, donc un mélange culturel incroyable, et je pense que de là vont naître des amitiés, si ce n'est des cursus internationaux qui vont être très fructueux. D'accord. Merci. Alors, un dernier mot, un petit mot pour les Réunionnais qui vous regardent ou autres ultramarins ou autres personnes. Un message, un Ouais, conseil. pour moi, vraiment, le message, c'est viser haut, viser l'excellence. Et si votre objectif, c'est d'atteindre la Lune, c'est pas grave si vous arrivez juste en haut de l'Himalaya. Pour moi, l'idée, c'est que vous suivez votre passion et que soyez curieux aussi. Allez sur les sites, regardez les parcours de francophones et de non-francophones aux États-Unis, parce qu'ils ont des méthodes quand même d'éducation qui sont très participatives, novatrices. Et entre les deux systèmes, quand vous cumulez le système français avec le système anglo-saxon, je pense que ça ouvre énormément de portes, non seulement en termes de savoir, de compétences, mais aussi en termes de réseau. Et j'invite vraiment tout le monde à poursuivre ces rêves-là. Parce que ce qui est aussi extraordinaire avec le système américain, c'est que c'est un système qui fonctionne beaucoup sur le financement participatif. C'est-à-dire que si j'ai fait mon MBA à Harvard, derrière je vais redonner à Harvard. C'est-à-dire que les postes de responsabilité, les rémunérations que je vais trouver, je vais tellement me sentir fier et redevable à mon école que je vais lui faire une donation. Cette donation va aller sur un compte qu'on appelle un endowment, qui fait de nous, Harvard, aujourd'hui, l'université la plus riche du monde, avec 37 milliards d'endowment. On n'utilise pas cet argent directement, mais on le place. Et les fruits de ce placement servent à sponsoriser des scolarités entières pour des étudiants qui sont brillants, qui viennent de tout petits pays sous-représentés dans le monde, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de poursuivre leur scolarité. Donc ils reçoivent des bourses qui financent intégralement leur scolarité dans des parcours d'excellence, que ce soit en médecine à la Harvard Medical School, que ce soit à la Business School, que ce soit en théologie ou undergraduate. Donc rêvez vraiment fort et surtout soyez curieux et n'hésitez pas à prendre contact avec des gens qui peuvent vous aider.